Nous sommes une CME d'Oisem et on a travaillé sur le projet de lutter contre le sexisme en interviewant des personnes qui nous expliquent leur point de vue, ce qu'ils en pensent du sexisme. Alors Charlotte Brun, je suis adjointe au maire en charge de l'éducation, de la ville à hauteur d'enfants, du conseil municipal d'enfants, de la jeunesse, puis je suis aussi professeure. Je ne pense pas. Je pense qu'à Lille, pour les femmes élues, c'est probablement plus facile que dans d'autres territoires parce qu'on a la chance d'être dans l'équipe d'une maire, Martine Aubry, et qu'elle a fait en sorte aussi de distribuer les thèmes et les délégations, non pas de manière genrée, mais en fonction des sujets maîtrisés par chacune et par chacun. Donc du coup, le fait d'avoir une femme maire de la ville, qu'elle ait par exemple confié les finances depuis 2 mandats à une femme, la première adjointe est une femme. Les femmes sont quand même identifiées dans la ville comme étant tout à fait légitimes à avoir des compétences et à pouvoir les exercer en tant qu'élues. Je ne pense pas être moins prise au sérieux parce que je suis une femme. Encore une fois, je pense que le fait d'être l'adjointe au maire d'un maire femme, ça aide beaucoup à cette prise au sérieux. Je ne suis pas sûre que ce soit la même chose dans d'autres territoires. Pour Martine Aubry, l'égalité dans la prise en main de nos mandats, c'est quelque chose de fondamental. Elle est très engagée sur la question des droits des femmes. Et du coup, ça instaure un climat. Après, peut-être que dans l'exercice de mon mandat, il m'est déjà arrivé, au début, moi j'ai été élue à Lille au début du précédent mandat, d'avoir l'impression de devoir faire peut-être davantage de preuves qu'on en demandait à un homme. Mais ça, c'est le regard, une impression qui dégageait de citoyens qui pouvaient être plus dubitatifs. Il m'est une fois aussi arrivé de passer pour la collaboratrice du garçon élu et pas pour l'élu femme. C'est-à-dire que parce que vous êtes une femme, on va vous prendre pour l'assistante d'un tel et pas pour l'élu en charge du dossier. Mais c'est très très rare et ça fait bien longtemps que ce n'est plus arrivé. Voilà, fort heureusement. Moi, je pense que le sexisme reste une réalité très très forte et que les enfants, ils sont d'abord le réceptacle de ce qu'ils entendent dans la société et puis de ce qu'ils vivent à la maison. Donc oui, bien sûr, j'ai déjà vu du sexisme entre adolescents et j'ai aussi vu, et je pense que c'est vraiment très très important que les enseignants en aient conscience pour agir au quotidien contre ça, à la fois contre le sexisme, les discriminations sexistes, les propos sexistes. J'ai aussi vu des jeunes filles s'auto-censurer, c'est-à-dire s'interdire des orientations alors qu'elles avaient totalement les capacités et les résultats scolaires qui le permettraient, sous prétexte qu'elles étaient des filles. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des jeunes filles, encore aujourd'hui, en 2022, qui ne se disent pas qu'elles pourraient être ingénieures ou médecins, par exemple. Ça m'interroge beaucoup à chaque fois que je réalise que j'ai des élèves qui s'autocensurent. Et j'ai vraiment conscience que c'est notre rôle à toutes et tous, les élus bien sûr, mais aussi les parents et les enseignants, de déconstruire, c'est-à-dire de prendre le rebrousse-poil sur ces représentations et de montrer aux jeunes filles d'abord des exemples de femmes qui sont devenues médecins, ingénieurs, chercheurs, scientifiques, mécaniciennes, qu'il n'y a pas de métier masculin ou de métier féminin, et de faire en sorte qu'elles ne se censurent pas elles-mêmes. Voilà, je pense que l'enseignant a effectivement beaucoup de rôle là-dedans.
Bonjour à tous, je m'appelle Licia Boudersa, je suis championne de France, championne d'Europe et triple championne du monde. Alors étonnamment, ils étaient contents dès le départ, ils m'ont laissé faire beaucoup de sport, et sachant que j'ai commencé par le judo en étant toute petite. Et voilà, quand j'ai commencé la boxe, ma mère elle était très contente, au contraire, elle me disait que ça allait me défouler, mon papa pareil, c'était quelqu'un qui disait pas grand chose, donc ils étaient contents, et puis au fur et à mesure, voilà, ils étaient très fiers. Alors oui, la question qui tue, oui forcément, il y a beaucoup de clichés sur les femmes boxeuses et les combattantes, et justement pour moi c'est important de rester féminine, et surtout d'avoir voilà, de toujours rester une femme, parce que je reste une femme. Voilà. Il faut savoir qu'à l'entraînement, je m'entraîne avec des hommes, et en compétition c'est interdit, donc c'est vraiment femme contre femme et homme contre homme. Voilà. Alors ça dépend les niveaux. Ça peut arriver que je sois plus forte techniquement qu'un homme. Après c'est vrai qu'un homme, en général, il a plus de force, mais en général il va faire attention quand il est face à une femme de gérer sa force forcément et travailler plus la technique. Donc les boxeurs en général ils jouent le jeu, et ça c'est top pour progresser en boxe. Bonjour, je m'appelle Marie-Chantal Zinguiro. Je suis chargée de projet en médiation sociale pour une structure associative qui s'appelle Iris Formation et qui porte un collectif appelé Kif Kif. Alors effectivement, nous avons eu un cas de discrimination de type sexiste qui nous a été remonté par une jeune femme d'origine africaine qui malheureusement pour elle a subi d'énormes propos de type raciste et sexiste à la fois. À titre d'exemple, déjà je vais vous exposer le contexte. Cette femme travaillait dans une boutique de vêtements, et on lui a clairement dit, sa manager lui a clairement dit que si elle avait été choisie pour travailler là, c'est parce qu'elle était noire et qu'elle était mignonne pour une noire. Elle n'avait pas les traits grossiers, négroïdes. Par contre, si elle aimait travailler avec les jeunes filles noires, c'est parce qu'elle avait constaté qu'elles étaient malléables, plus dociles, que même si on lui faisait des remarques sur sa manière de faire, sa manière de parler aux clients, qu'elle acceptait, même si c'était dit sur un ton assez direct, sans prendre les formes, que les filles noires avaient cette capacité à accepter de se faire, de recevoir des remarques désobligeantes de type raciste et sexiste. Cette jeune femme avait des rondeurs, et elle s'est entendue dire que ces rondeurs étaient pas très jolies pour l'image de marque du magasin, qu'elle devait faire attention à sa façon de s'habiller, qu'elle ne devait pas mettre d'habits trop moulants, de peur que les hommes qui rentraient dans la boutique aient des vues sur elle. Clairement, on l'a un peu traitée d'aguicheuse, et ça, elle a vraiment pris sur elle. Elle avait peur de perdre son boulot, elle avait peur de ne pas être à la hauteur de son engagement. Et tout ça pour dire qu'elle a vraiment... et ce qui est important aussi de dire, c'est qu'elle a vécu ces violences sexistes de la part d'une autre femme manager, racisée également, et que parce que cette femme avait l'habitude d'avoir ce comportement ignoble vis-à-vis des filles qui travaillaient avec elle, que lorsque le manager homme arrivait, il s'autorisait lui aussi à avoir des propos sexistes en disant, par exemple, tu n'es pas ici pour faire la conversation avec les hommes, fais attention à ta façon de t'habiller, sois plus discrète dans ta manière de rire,
ne sympathise pas trop avec les hommes. Voilà, plein de remarques de ce style. Cette jeune femme a vraiment encaissé pendant plusieurs mois, mais il est arrivé un moment où forcément on craque. Il s'agit pour le coup de proposer aux femmes qui subissent des violences sexistes et racistes des techniques verbales pour répondre à l'agresseur. Lorsqu'on on reçoit des propos sexistes, l'idée première, c'est de répondre droit dans les yeux à son agresseur et de reformuler les propos qu'il vient de dire pour s'assurer que c'était bien cela qu'il voulait dire. Et généralement, quand on reformule cela droit dans les yeux à son agresseur, il est déstabilisé. Donc ça, c'est la technique de déstabilisation. Ensuite, on dit à l'agresseur que ce qu'il vient de dire, s'il valide bien et qu'il se permet de réitérer ses propos, on dit à quel point ça nous blesse. Donc, la charge émotionnelle, il faut vraiment être forte. On lui dit à quel point ça nous blesse, que ça nous fait mal. Et par la suite, on lui demande, parce que ça nous fait mal, je lui demande de ne plus recommencer ce type de propos. On stoppe la conversation avec une phrase en disant « Je ne souhaite plus poursuivre la conversation et je ne souhaite plus que vous réitérez ces propos vis-à-vis de moi. » Moi, j'ai envie de dire que quand on a une amie, c'est qu'on a envie de prendre soin d'elle. La première chose, c'est de vérifier avec elle ce qu'elle a compris et surtout valider ce qu'elle a ressenti avec les propos. Mais généralement, quand on a une émotion, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Quand on a un nœud dans la gorge, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une situation qui n'est pas normale. Et donc, il faut conseiller à l'ami d'en parler à un adulte. Au collège, les adultes, il y en a plein. Il y a les enseignants, il y a les gens de la vie scolaire, il y a les infirmières. Mais il faut vraiment en parler avec un adulte. Et si vous avez la connaissance d'une association qui lutte contre le sexisme, il ne faut pas hésiter à la contacter. Je sais qu'aujourd'hui, les jeunes vont facilement sur les réseaux sociaux et qu'il existe pléthore d'associations qui luttent contre le sexisme et qui aident les personnes victimes de violences sexistes.